Bon, alors, chers amis, nous sommes de retour ici, toujours à l'Europa Festival, sur la scène engagée. Oh là là, ravi plutôt de vous retrouver. Après la première table ronde, on a présenté des associations incroyables. Nous allons maintenant avoir une discussion passionnante sur le sujet de la désinformation. Et on a intitulé cette table ronde de manière provoque. Évidemment, est-ce que les vieux sont plus manipulés que les jeunes ? Ou est-ce que c'est l'inverse ? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut y faire ? Nous allons en parler avec des intervenants incroyables. Nous sommes avec Olivier Biscay. Olivier Biscay qui est le directeur de la rédaction de La Provence. Bonjour. Merci Olivier d'être avec nous. On est également à côté de toi avec Serge Barbet. Salut Serge. Salut Jean. Tu es le directeur du CLEMI, le centre de liaison de l'éducation et des médias d'information. C'est presque ça. C'est devenu quoi ? Le centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information. Ah, c'est l'enseignement maintenant ? Ouais, d'accord, ça a changé. Merci Serge. En tout cas, tu travailles, donc c'est le ministère de l'Éducation nationale qui s'occupe de l'éducation aux médias dans les classes et dans tout le parcours scolaire. Nous sommes également avec Madame Marina Mesure. Bonjour Marina, merci. Bonjour. D'être avec nous. Tu es députée européenne de la France Insoumise. Merci d'être avec nous. Aude Favre, enfin. Aude, salut. Tu es journaliste, fondatrice de Vrai ou Fake. Et tu travailles spécialement de quoi ? De What the Fake. De What the Fake, pardon, excuse-moi. Et de la Sofecoff et de Citizen Facts. Tu vas nous en parler justement, ma chère Aude. Tu vas nous en parler. Je me permets de vous tutoyer toutes et tous parce qu'on est à la bonne franquette ici à l'Europa Festival et que je souhaite qu'on ait des discussions les plus claires possibles puisque nous allons parler d'un sujet difficile. Et parlons-en, chère Aude, je commence avec toi sur le terrain parce que toi tu es sur le terrain la plupart du temps. Qu'est-ce que tu constates en matière de désinformation ? Est-ce que ça fait vraiment des ravages ? Alors effectivement, avec l'association FECOF que j'ai cofondée et que je préside, on est tous les jours globalement dans des classes devant des élèves, collèges, lycées, et on remarque beaucoup de choses. C'est parce que en fait la méthodologie de FECOF consiste en priorité à demander aux jeunes qu'est-ce que tu as dans tes smartphones, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce qui t'anime en ce moment, c'est quoi les rumeurs que tu voudrais fact-checker, vérifier donc avec nous, et après on se donne une méthode et on vérifie. Et donc dans ce qu'on voit déjà dans les rumeurs, c'est assez édifiant, en tout cas pour quelqu'un qui n'est pas habitué. Pour un adulte, on va dire, de 40 ans, qui n'a pas grandi avec les réseaux sociaux, il y a quand même à boire et à manger, c'est assez phénoménal. Après, c'est une génération qui au moins est très au courant qu'on peut être manipulé. C'est-à-dire qu'en fait, les fake news, l'IA, c'est presque un jeu parfois pour essayer de deviner, même s'ils sont pas forcément, ils savent pas vraiment comment, quoi, etc. Ils ont au moins ça. Juste pour aller sur l'histoire des vieux, que en fait, d'ailleurs le public, si on continue dans le vieux, le public vieux est plus difficile à toucher parce qu'il n'est pas dans des classes, il n'est pas il faut que ce soit sur la base un peu du volontariat, il faut que les gens aient envie de venir, donc c'est plus dur. Et ce public-là, en tout cas, glisse beaucoup plus pour moi. Clairement, quand on discute avec les parents ou avec quand on a l'occasion de discuter avec des gens de la génération au-dessus, ils sont beaucoup plus manipulables en fait. Je trouve, même si c'est différents niveaux, on va dire, de le côté manipulable. Je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, c'est pas la même glissade vers la désinformation. Je comprends. On continue, Olivier, avec toi, s'il te plaît. Quel regard est-ce que toi tu portes sur les jeunes et l'information ? D'abord, je dirais qu'il y a deux types d'informations et de jeunes. Je pense que les jeunes sont aussi informés aujourd'hui que celles et ceux qui regardaient les JT hier, écoutaient la radio et lisaient les journaux. Mais ils sont sur d'autres supports. Et ce ne sont plus les médias traditionnels que l'on connaît. Les jeunes ne lisent pas La Provence, les jeunes ne regardent pas le JT de TF1 et les jeunes ne sont pas forcément sur la matinale de telle ou telle radio. Cependant, il y a sur des supports numériques, essentiellement des supports vidéo, des rendez-vous d'actualité, d'information qui sont extrêmement sérieux, pertinents et qui permettent d'informer les jeunes.
il y a le reste, et c'est ce que tu as indiqué, c'est l'information sur les réseaux sociaux qui est moins régulée, moins encadrée, et où évidemment beaucoup moins encadrée, beaucoup moins régulée, et sur lesquels on voit tout un tas d'informations passées, non vérifiées souvent, et sur lesquelles ces jeunes-là peuvent s'appuyer pour faire leur raisonnement. Mais la première partie que j'ai indiquée, c'est celle qu'il faut valoriser, c'est celle qu'il faut pousser auprès des jeunes. Et d'ailleurs, c'est ce que fait le Clémy, par exemple, ou c'est ce que l'on fait pendant la semaine d'éducation aux médias au mois de mars. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de canaux et que ce premier canal sérieux, hiérarchisé et vérifié, c'est celui sur lequel les jeunes vont. Et quand on discute avec eux, pour en accueillir beaucoup dans les journaux, les jeunes peuvent aller aussi chercher de la vidéo. Sur les États-Unis, ils peuvent trouver sur Brut, par exemple, des vidéos structurées, de l'infographie, des interviews et de la contradiction qui leur permet d'avoir une base d'information importante pour avancer. Serge, tu as l'air de rejoindre effectivement ce constat sur une désinformation qui existe bel et bien. Ouais, la désinformation existe, mais il faut surtout se poser la question de notre discussion et de se dire que l'information n'est pas un bien de consommation comme un autre. L'information, c'est ce qui cimente le socle de nos démocraties, et c'est pour ça qu'on a cette discussion, parce que si l'information est délitée au milieu d'un océan de contenus qui n'ont pas grand-chose à voir avec une information fiable et vérifiée qui nous permet de nous positionner, de décider en âme et en conscience, on court un certain nombre de dangers. Alors on est entouré dans un monde rempli de tensions, de conflits. On voit que dans des dictatures, par exemple, on va couper l'accès aux réseaux sociaux. On voit que, par exemple, Poutine, quand il va envahir l'Ukraine, tout de suite, quelques jours derrière, il va couper l'accès à 80 millions de Russes à Instagram. Et on voit aujourd'hui qu'aux États-Unis, alors qu'on est dans une démocratie libérale qui, a priori, n'interdit pas l'accès au contenu, on arrive aujourd'hui, selon les études, au même constat, c'est-à-dire des populations qui sont un peu paumées et qui ne s'informent pas. Alors, qu'est-ce que c'est une société où on ne s'informe pas? Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Et pourquoi c'est intéressant d'observer qu'en France, on a un tissu d'acteurs de la presse et des médias qui se battent, d'associations qui se sont fondées pour l'éducation aux médias, et qu'aujourd'hui on travaille en Europe, on travaille dans le monde, dans des coopérations, parce que tous nos interlocuteurs aux quatre coins de la planète nous disent mais en fait ce que vous faites c'est super, et il faut se serrer les coudes, parce que sinon c'est l'ouverture à la voie du grand n'importe quoi. Donc l'information c'est important pour le futur de nos démocraties, et les démocraties c'est important pour le futur de nos libertés, et donc ce sont nos libertés qu'on défend quand on parle de l'information. Marina Mesure, arrête-moi si je dis une connerie, mais la désinformation, c'est pas qu'un phénomène naturel. Il y a aussi des forces puissantes qui ont intérêt à ce qu'on soit désinformé, non ? Oui, tout à fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand on regarde aujourd'hui que 90% des médias sont détenus par 8 milliardaires, on voit bien qu'il derrière l'information, il y a aussi effectivement des intérêts privés. Et c'est ça la difficulté. Quand aujourd'hui, moi je suis d'accord et je partage totalement le fait de dire que l'information c'est un bien commun. Chaque personne doit avoir accès à une information qui soit vérifiable, qui soit transparente, qui soit accessible. Et donc c'est une bataille absolument fondamentale. Et pourtant, il y a un sondage, je ne sais pas si tu l'as vu, mais il y a un sondage, puisque là, ça fait 1 an depuis les élections européennes. À l'époque des élections européennes, quand on était en campagne, il y a Ipsos qui avait sorti ce sondage pour dire que seulement 20% des gens qui allaient voter pour les élections européennes avaient confiance en l'information qu'ils trouvaient, notamment à travers les différents réseaux sociaux qu'ils suivaient. 20%. Seulement 20%. Et en même temps, lorsque on a poussé un peu plus le débat sur le sujet, on s'est rendu compte que ce même panel de personnes, lorsqu'on les mettait face à une désinformation, à une fake news, eh bien 65% recevaient cette information correcte. Donc tu vois bien là la difficulté qu'on a. C'est-à-dire qu'on n'a pas confiance et en même temps on ne sait pas reconnaître la fausse information. Donc c'est là où l'Europe a aussi un rôle important à jouer. Clairement, Aude, est-ce que tu dirais que... Enfin, est-ce que tu serais capable de nous décrire quels sont les ravages que font la désinformation sur les gens ?
Bah, parce que tu travailles aussi sur le complotisme, toi. Très, très souvent, on commence par ça, en fait, parce qu'il y a quand même un certain nombre de jeunes, mais de moins jeunes, hein, qui, finalement, parfois, dans les interventions, relativisent un petit peu la gravité ce à quoi ça peut donner lieu, etc. Et quand on se pose, il suffit de se poser 2 minutes, et tout le monde a, que ce soit dans son petit cercle familial ou ailleurs, etc., des victimes, très souvent, de la désinformation. Ça peut commencer par quelque chose de très simple, qui est les arnaques. Encore ce matin, j'ai reçu le colis ne passe pas dans la boîte aux lettres, contactez vite le 06, bon voilà. Ça peut être des ravages évidemment médicaux. Nous, on avait travaillé notamment avec beaucoup de citoyens, parce que c'est mon truc maintenant avec Citizen Facts, de travailler avec des gens de tous horizons. On avait travaillé sur une chaîne YouTube qui propageait énormément de désinformation médicale, et on avait vu que ce discours-là précisément avait donné lieu à des morts, des gens qui étaient morts de ça. Sans aller jusque-là, sans être mort, je veux dire, il y a énormément, ça fait beaucoup de ravages. En fait, souvent, ça retarde le fait de se soigner correctement chez un médecin, le fait d'écouter des discours alternatifs, certes séduisants, mais qui ne tiennent pas la route scientifiquement. Il y a, qu'est-ce qu'on m'a rapporté, du harcèlement. Hein. Alors ça, ils le comprennent tous. Ils le voient très bien ce que ça veut dire, le harcèlement. Donc en fait, on est tous sujets potentiellement à des informations. Évidemment, quand on va un peu plus loin, qu'on creuse, ça donne lieu à des guerres, tout simplement, à des génocides, ou à la Seconde Guerre mondiale, en troisième, c'est étudié avec certains profs d'histoire, etc., tout le complotisme qu'il y a eu sur les juifs. Donc voilà, on ne parle pas d'un petit phénomène, et souvent on me dit « Ah, mais ce chat, il a été fait en IA, mais franchement il est trop chou, moi je trouve ça pas mal quand même de m'abonner, etc. » Bon, abonne-toi, mais sache que c'est un terrain glissant, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui manque dans la formation chez les jeunes, c'est comment fonctionnent les réseaux sociaux. Je sais pas s'il y a vraiment des cours adaptés à ça. Et pour faire très vite, les réseaux sociaux, je le dis en deux, c'est pas tes amis, c'est des gens qui font de l'argent sur toi, qui font de l'argent sur ton attention. Les algorithmes sont faits pour t'envoyer les vidéos les plus sensationnelles et souvent complotistes, souvent un peu fake, etc. Pour faire très court, hein, parce que c'est ce qui retient le plus ton attention et c'est ce qui te fait consommer le maximum de pubs. Et donc aussi, avoir conscience du fait que tu es... c'est aussi un outil potentiellement de manipulation aussi, les réseaux sociaux. Et juste, je finis sur les ingérences étrangères. Moi, je connais aucun jeune, j'en ai rencontré aucun qui avait conscience de ça, de la désinformation russe, d'influenceurs achetés parfois par certains types de lobbies, etc. C'est quelque chose qu'on explore aussi. Très, très peu de connaissances par rapport à ça, mais j'ai envie de dire, comme les adultes. Des informations russes, pour nous, ça paraît complètement... mais si on se balade là tout à l'heure sur la Canebière, je pense qu'il y a au moins une personne sur deux qui n'a pas conscience du fait d'être potentiellement très manipulé par le biais d'agents russes notamment. Il n'y a pas que la Russie, mais enfin voilà. Olivier, je reviens vers toi. Est-ce que tu dirais que la désinformation touche plus les jeunes que les vieux? Parce qu'on pourrait spontanément se dire que les jeunes sont plus sur les réseaux sociaux, donc ils sont plus sujets à la désinformation. Puis en même temps, il suffit de faire un petit tour sur Facebook pour se rendre compte que le problème, il a des cheveux blancs aussi, parfois. Non, mais la désinformation, elle touche tout le monde. Elle touche tout le monde parce que tout le monde va sur les réseaux sociaux et tout le monde va sur des pure players animés par... des gens qui se disent journalistes et qui souvent racontent n'importe quoi, qui font pousser des rumeurs, font émerger eux-mêmes leurs propres articles, et qu'ils soient d'ailleurs hommes politiques, qu'ils soient à la tête d'associations, que sais-je, et tout le monde peut tomber dans le panneau. Mais plus globalement quand même, qu'on soit jeune ou vieux, le vrai sujet, c'est celui qui émet l'information, qui va émettre l'information. Et si je prends à mon niveau le journalisme, on a, nous, à balayer devant nos portes chez les journalistes. Évidemment qu'on va partir du principe que tout le monde fait particulièrement bien son travail, d'un côté comme de l'autre. Mais on a à livrer une information vérifiée, hiérarchisée, contradictoire, et juste. Et trop souvent, très souvent, la presse s'est fourvoyée, notamment sur les réseaux sociaux et sur les sites, en donnant des informations rapidement, sans forcément vérifier à 100%. C'est arrivé, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on pointe du doigt des informations frelatées qui sont devenues pour beaucoup la vérité. Je crois qu'on a tous une responsabilité dans ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Qu'on soit journaliste dans l'information que l'on donne au moment où on la donne, qu'on soit
représentants des pouvoirs publics. Je pense notamment aux politiques qui, si on devait faire ici même, à cet instant précis, l'état des lieux de ce qui est raconté en ce moment sur X, on pourrait peut-être s'interroger sur la véracité des propos et la pertinence et surtout la capacité d'effrayer les uns et les autres. Et c'est pareil quand on est à la tête de tel ou tel pure player. Donc je pense qu'on a vraiment cette nécessité de réguler, pas seulement d'annoncer des clignotants et de dire attention, il y a danger, mais nous-mêmes reprendre des codes, des fondamentaux et s'en tenir aux règles. Un journaliste ne peut pas balancer une information sur un support quel qu'il soit sans vérification aucune. Je peux prendre 30 secondes parce que comme je suis journaliste comme vous, du coup ça me... c'est juste... Enfin, je comprends ce que vous dites, simplement je pense que vraiment... rapporté au nombre d'informations qui sortent dans les médias, la désinformation, elle est très peu présente dans les médias Absolument, traditionnels. bien non, sûr, mais c'est juste pour pas tomber dans une forme de relativisme que je retrouve aussi beaucoup. Que finalement, tout le monde peut mentir et finalement, tel influenceur, pourquoi il raconterait pas plus la vérité que la Provence? Enfin, ça, je l'ai beaucoup. C'était sur les réseaux sociaux la question. Ouais. Sur les réseaux Sur les sociaux. Non, mais voilà, c'est juste, c'était juste Olivier. pour dire, voilà. Et d'ailleurs, si Bien. vous voyez quelque chose qui vous paraît pas normal dans un média, il y a quelque chose qui s'appelle le CDJM, Conseil de déontologie journalistique et de médiation, que vous pouvez saisir et qui a pour but de faire respecter les chartes déontologiques de la profession. Voilà. Ok. Serge, est-ce que ça sert encore à quelque chose de faire de l'éducation aux médias? Alors ça, c'est une bonne question. Et en fait, par rapport au contexte dans lequel nous vivons, en gros, on va répondre à la question de la lutte contre la désinformation par la régulation. Et au niveau européen, il y a des directives. On parle souvent du Digital Services Act qui tend à réguler effectivement les plateformes. Mais on voit bien qu'on n'y arrive pas. Enfin, je veux dire, même si ces directives sont contraignantes, on a du mal, dans la mise en œuvre, à faire de la modération a priori en antériori des contenus, de leur diffusion. Donc c'est extrêmement difficile. Donc on va travailler sur la vérification de l'information. On a des fact-checkers qui vont faire un travail hyper important. Et donc on voit que ces deux piliers sont utiles, mais ils sont encore insuffisants. Et moi j'ai la faiblesse de penser que tout commence à l'école. Dès le plus jeune âge. C'est-à-dire que si on n'est pas capable d'accompagner les jeunes générations sur une éducation aux médias et à l'information, surtout que tout a été bouleversé. L'émergence des réseaux sociaux numériques, on est en train de faire un mini-débat sur qui se comporte le mieux entre des créateurs de contenu, entre des médias dits traditionnels qui sont tous aujourd'hui transmédia. Mais la réalité, c'est que nous sommes dans une nouvelle grammaire de l'information multidiffusée et qu'il faut, face à cette nouvelle grammaire, inventer une nouvelle éducation qui ne porte pas uniquement sur les enjeux de lutte contre la désinformation, mais sur la maîtrise de la totalité des enjeux de compétences, de connaissances que recèle la maîtrise de ces outils numériques aujourd'hui. Parce que globalement, on est dans un nouveau monde et que la maîtrise de l'information numérique aujourd'hui, elle est absolue et que on va dire, je déteste ce terme, mais les vainqueurs de demain sont ceux qui vont maîtriser aujourd'hui ces compétences aussi bien dans le champ numérique de la citoyenneté, c'est-à-dire ne pas tomber dans les panneaux de la désinformation, que de maîtriser l'outil technologique numérique pour pouvoir créer les contenus et les diffuser. Donc c'est celui qui maîtrise qui l'emportera. Donc là-dessus, il faut révolutionner nos systèmes d'enseignement. On est à l'ère des IA génératives. Enfin, on peut ouvrir le débat aujourd'hui. Nous, on a des profs qui ont des élèves au collège, qui pour 65% d'entre eux utilisent des solutions d'IA. Les lycéens, c'est 100%. Les étudiants, c'est 100% plus ou moins régulièrement. Pour les profs, c'est 20%. Donc le paradigme, il est totalement inversé. Et donc si on n'est pas capable de révolutionner nos systèmes d'enseignement avec des formations complètement adaptées à ces réalités nouvelles, eh ben, on va pouvoir se cacher derrière 10 jours sans écran. Mais la réalité, c'est que c'est pas comme ça qu'on gagnera la bataille de la connaissance. Est-ce que Marina, tu rejoins cette idée qu'on est face à des puissances qui sont des puissances étatiques? Il y a la Russie, il y a la Chine, désormais les États-Unis de Trump aussi, qui bénéficient de la désinformation quand ça affaiblit nos démocraties et va dans leur sens du rapport de force, mais qu'on a aussi des boîtes privées, on a aussi des GAFA, on a aussi des entreprises comme Facebook, comme Twitter, qui n'ont pas intérêt à la qualité de l'information. Oui, tout à fait. C'est pour ça que vous parliez tout à l'heure de la partie qu'est-ce que peut faire l'Europe finalement et ce qu'il y a déjà en place et ce qui peut être renforcé. Moi j'ai envie de dire déjà si on appliquait
ce qu'on a fait passer en Europe, ça serait déjà pas mal. Parce qu'on peut renforcer évidemment les législations en place, mais le fait est que quand on parle de Meta, quand on parle de Apple, eh bien, il y a eu des enquêtes contre ces entreprises, notamment parce qu'ils utilisent vos données pour faire de la publicité ciblée. Eh bien, Peut-être on peut rappeler juste Meta, quels outils? C'est WhatsApp, c'est tout bête, mais pour le public. Meta, Facebook, c'est Facebook, Instagram. Insta, WhatsApp. Voilà, pardon, Ouais, c'est petite ça. incise. non, mais tu as raison de le rappeler. Donc effectivement, autour de WhatsApp, Facebook, Instagram. Et donc ces entreprises-là, elles ont été, il y a eu des enquêtes au niveau européen. Elles ont été condamnées justement par rapport à leurs pratiques. Et derrière, la Commission européenne a dit, on ne va pas appliquer les sanctions les concernant. Alors que les sanctions sont quand même des sanctions importantes qui peuvent être dissuasives. Sauf que les sanctions en question, eh bien, lorsque Donald Trump est passé au pouvoir, puisqu'il fallait complaire à Donald Trump, eh bien, il fallait surtout pas attaquer Meta, il fallait surtout pas attaquer Apple. Et donc derrière, eh bien, on continue, alors qu'on avait une législation qui permettait justement de renforcer ce contrôle qu'on peut avoir sur ces plateformes. Donc évidemment que le premier pas est celui d'appliquer la législation en vigueur. Après, on peut aller plus loin. On pourrait suspendre des plateformes, justement. Là, il y a des enquêtes aujourd'hui sur X aussi, parce que vous l'avez vu, on a parlé de la Russie, et tu as eu raison de le mentionner. On a aussi Elon Musk, quand même, qui est intervenu dans des processus électoraux. Je pense notamment en Allemagne, quand il a soutenu le parti d'extrême droite allemand, et que pour le moment, eh bien, on ne fait toujours rien contre les pratiques d'Elon Musk, qui vous obligent à avoir un contenu à travers les algorithmes. Et donc, c'est là aussi où nous pouvons intervenir et qu'il faudrait intervenir beaucoup plus fort. Aude, est-ce que tu penses qu'on n'a qu'un problème d'algorithme? Est-ce que fondamentalement il s'agit de réguler mieux les GAFAM et ça passera, ou est-ce que c'est un problème plus fondamental de rapport de force avec des boîtes privées? Tout à l'heure, tu avais l'air très pessimiste en disant que de toutes les façons, tant que ce sont des boîtes qui font du pognon, elles iront pas dans le sens de l'information de qualité. Oui, je sais pas trop ce que je peux rajouter en fait par rapport à ça. En fait, est-ce qu'il suffit de régler les algorithmes? C'est ça la question. Ce serait déjà énormissime. Mais j'ai arrêté un peu d'y croire. C'est terrible ce que je dis, mais je pense que le vent tourne pas trop dans ce sens-là. Et du coup, il en reste quoi? Et d'ailleurs, je serais intéressée de savoir plus précisément la commission, pourquoi ils ont peur de quoi précisément pour pas taper sur Elon et sur leurs amis. Et donc c'est vrai que en fait le problème c'est qu'il faut faire ce qu'il y a en notre pouvoir. Donc en notre pouvoir c'est quoi? C'est mobiliser les gens, sensibiliser. Moi, mon projet actuellement c'est de créer une plateforme qui permettrait à tout citoyen de lancer des enquêtes, de collaborer à des enquêtes avec des journalistes tout en étant rétribué. Citizen Facts, c'est l'objet de cet assaut-là. Je pense qu'en fait il y a quelque chose à jouer. Enfin en tout cas. Même si je sais que c'est le cœur du problème, on essaye d'agir, je pense, chacun à notre niveau, dans notre petit périmètre. Et moi, je suis très dans l'idée que le journalisme, c'est vraiment génial, dans le sens où ça te donne une certaine forme de pouvoir, c'est très émancipateur, c'est passionnant, c'est presque rigolo, c'est des enquêtes, c'est des aventures, et je pense qu'il faut inclure le maximum de gens là-dedans. Maintenant, je dis pas que c'est ça qui va régler tout, mais un petit peu peut-être. Ça participe en tout cas. Voilà. Marina, alors est-ce que tu peux essayer de répondre à la question Tu n'es pas la commission, je le rappelle, hein, Marina n'est pas la commission, c'est le Parlement européen, tu es députée européenne. Qu'est-ce qu'elle fout la commission? Pourquoi est-ce qu'elle n'applique pas les sanctions? Parce que, comme je le disais, en fait, elle veut complaire à Donald Trump à partir du moment où elle considère que les États-Unis sont notre principal allié. Eh bien, il faut absolument être dans un discours et dans une approche avec eux totalement en complaisance. Et je pense, parce que c'est la même chose avec la défense, en fait. C'est-à-dire que Donald Trump nous dit qu'il faut investir dans la défense et l'Europe dit OK, si vous le dites, on le fait. Si vous commencez à attaquer les plateformes américaines, Donald Trump va être pas content. Non mais c'est vraiment comme ça qu'on l'entend en Europe. Et donc il va se passer quoi? Et donc il se passe rien. Il se passe rien parce que les sanctions qui devaient être appliquées ont tout simplement été suspendues. Donc il ne se passe rien du tout. Parce que c'est Donald Trump et parce que Donald Trump a appelé la commission en disant il ne faut pas appliquer ces sanctions-là. Il y a un rapport de force entre l'Union européenne et les États-Unis sur fond de guerre commerciale où chacun jauge. Voilà, évidemment défense, bien entendu, sur la question. Du coup, voilà, j'aide l'Ukraine si tu lèves les sanctions. Enfin, ça fait partie des. Oui, trucs c'est vrai. qui sont passés. Olivier, je reviens vers toi. Est-ce que c'est pas un peu déprimant? Je veux dire, quand on voit que les fake news circulent plus vite que les vraies news, est-ce que c'est encore possible de faire du journalisme dans ce pays?
Non, c'est pas déprimant. Moi, je rejoins. On fait un métier extraordinaire quand même. Donc, et quand on est à la tête d'une rédaction qui gère à la fois du print, du numérique et de la vidéo, il faut plutôt avoir de l'optimisme et de l'espoir. Et Jeannet, et je rejoins en effet ce que tu disais, à 99%, tout le monde fait parfaitement son travail. Mais regardons le verre à moitié plein. Mais ce qui est le verre à moitié vide, moi, m'inquiète en effet parce qu'il y a une désinformation qui s'est installée partout. Et je rejoins, mais je crois qu'on dit à peu près la même chose. Je crois que c'est pas impossible de faire notre métier malgré les réseaux sociaux. Ça nécessite cependant un peu plus d'attention, un peu plus d'énergie pour s'assurer que ce qui est véhiculé sur les réseaux sociaux, qui est désormais devenu un vecteur d'information, voilà, on l'utilise. Quand tel ou tel réagit par un communiqué ou par quelques lignes sur les réseaux sociaux, ce qu'on ne faisait pas il y a encore quelques années, on appelait le journaliste, on faisait une conférence de presse, enfin ça se faisait de manière assez traditionnelle. Il faut évidemment vérifier beaucoup plus parce qu'il y a d'abord un flux d'informations qui est très vaste sur les réseaux sociaux, que tout ceci est vérifié. Moi j'ai fait un édito il n'y a pas très longtemps pour indiquer que nous restions sur X. Il y a tout un tas de quotidiens régionaux, nationaux qui ont décidé de quitter X sous prétexte que voilà, il fallait lutter contre les propriétaires en quittant X. Alors moi j'y crois pas du tout, moi, je pense qu'il faut rester. Il faut rester sur X et parce qu'il y a du complotisme, parce qu'il y a de la désinformation, parce qu'il y a de la haine, de la discrimination et toutes les valeurs qui ne sont pas les nôtres qui circulent sur ces réseaux sociaux-là, il faut rester. Il faut rester pour dire que c'est pas vrai. Il faut rester pour pouvoir réguler, il faut rester pour nuancer. Enfin, ça ne peut pas rester simplement, en tout cas de mon point de vue, le cercle des haineux, le cercle des complotistes. Non, il y a tout un tas de journaux qui doivent dire, et d'ailleurs il y a tout un tas d'institutions, de représentants politiques, vous en êtes je crois, enfin, qui continuent à dire non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que c'est comme ça aussi qu'on fait véhiculer cette désinformation et que, parce que quand c'est partagé, et puis on n'est pas très clair sur le sujet, parce que tout un tas de représentants sont encore sur ce réseau, donc nous on est resté très clairement et ça reste encore un outil d'information. Il faut simplement juste prendre le recul nécessaire comme tous les réseaux. Je termine là-dessus. Instagram et TikTok. Oh, je sais pas, enfin, évidemment que tout le monde a un compte ici et que tout le monde y va et on scrolle toute la journée. Je fais ça aussi, mais très franchement, il y a tout sur TikTok. Cependant, regardez ce que font les journaux nationaux, les journaux régionaux. Mois d'avril, la Provence, on a fait 45 millions de vues sur TikTok avec toutes sortes de vidéos, mais surtout des vidéos éditoriales, journalistiques, qui durent 1 minute. Vous avez une petite interview, quelques images là, et on donne de l'information locale. Voilà, à Marseille et ailleurs, sur un réseau social où se trouvent les gens. On ne peut pas passer à côté. Cependant, nous, notre prisme, c'est de pouvoir dire qu'on va pas on va faire de l'info, vérifier, hiérarchiser. Et ça, c'est une partie de l'éducation aux médias. Parce que nos jeunes dont on parle sont sur TikTok, sont sur Instagram. Donc on ne peut pas passer à côté. Donc il faut donner de l'info là-dessus. Alors justement, on parlait des jeunes tout à l'heure. Serge, tu as fait un plaidoyer pour l'école. Et je t'attendais bien là, évidemment. Mais est-ce qu'il y a un moment, est-ce qu'elle n'a pas un peu bon dos, l'école, à se taper tout le boulot, alors qu'on entend nos parents qui sont loin de l'école sortir des dingueries qu'ils ont lues sur Internet? Bien sûr. Est-ce que, enfin, je veux dire, il y a un moment. Il y a tout un domaine qui part de l'école dans la relation aux parents, qu'on appelle la parentalité numérique, et où effectivement on essaye de sortir des murs de l'école pour s'adresser aux parents et leur dire à un moment donné, s'il n'y a pas d'exemplarité à la maison, vous allez avoir des gamins qui vont en fait calquer leurs pratiques sur les vôtres, et c'est ce qu'on remarque. D'ailleurs, c'est marrant parce que pour les scolaires grosso modo habitent quand même chez leurs parents, on voit qu'ils sont quand même encore vachement informés par le journal de 20h de la télévision. Pourquoi ? Parce que leurs parents le regardent et donc ils le regardent. Pour ceux qui vivent chez des parents qui écoutent la radio dans la voiture, par exemple, ils écoutent la radio dans la voiture. Donc en fait, il n'y a pas cette rupture. La seule rupture qu'il y a, c'est que ces jeunes vont à la fois entendre l'information sur des canaux de médias traditionnels, mais en plus, ils vont être effectivement sur les plateformes, sur les réseaux sociaux. Après, j'ai envie de dire, on peut parler de ceux qui tiennent effectivement aujourd'hui les industries numériques. On parle aujourd'hui de l'émergence d'un technofascisme, parce qu'on voit bien que les outils tels qu'ils sont développés promeuvent effectivement non pas le sens de la nuance et de la raison, mais le sens de la déraison et de celui qui crie le plus fort, et que, il y a une responsabilité collective à partir de là, et que chacun doit l'être, à commencer par nos élus, nos responsables politiques, qui condamnent ces plateformes, mais les utilisent à fond, et les utilisent dans le sens de crier fort pour être entendu. Donc on a au niveau mondial aujourd'hui un double sens, un double mouvement, où on a l'essor de ces
plateforme et en même temps de populisme à peu près dans toutes les régions du monde. Donc on doit se poser la question effectivement des responsabilités collectives. Je ne crois pas que la solution du boycott fonctionne, puisqu'en réalité elle ne fonctionne pas. Personne n'est prêt à quitter aujourd'hui ces plateformes parce que tout le monde veut communiquer, tout le monde veut avoir voix au chapitre. La seule chose, c'est que nous, on va effectivement à l'école expliquer cela, expliquer par exemple comment les algorithmes fonctionnent et former des enseignants à la question du fonctionnement des algorithmes pour comprendre par exemple que quand il y a de la désinformation, il y a une économie de la désinformation, il y a des gens qui gagnent de l'argent avec la désinformation et que la désinformation c'est un sujet d'algorithmie derrière. Et donc effectivement, on n'est pas là pour dire quels sont les bons ou les mauvais médias, mais non, on est là pour expliquer comment ça fonctionne, pour faire en sorte que demain on choisisse la façon dont on va communiquer les uns avec les autres. Et moi j'ai plutôt confiance parce que je vois plutôt des jeunes aujourd'hui en avoir un petit peu marre de trucs un peu crades sur les réseaux sociaux. Ça les intéresse pas trop. Moi j'ai des gamins, mes enfants qui sont en première et en terminale et qui me disent écoute, d'abord ils font des trucs super sur les réseaux sociaux pour s'informer, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment, et notamment sur Twitch, et si j'ai à mon fils, je suis avec Jean aujourd'hui, il me dit putain demande-lui un autographe, évidemment, mais par exemple les débats sur la réforme des retraites, mon fils il les a suivis sur Twitch et puis on avait des discussions qui étaient hyper intéressantes. Alors nous les adultes, les boomers, les plus vieux, nous on y a peu accès, c'est une nouvelle zone de nouveaux médias, de nouveaux formats médiatiques. Moi c'est plutôt mes enfants qui m'informent et je pense qu'il faut instaurer un dialogue entre les parents, les enfants, qui soit cool, qui soit intéressant, justement parce qu'on a énormément de choses à découvrir. Et donc je pense les uns des autres. Donc nous on a un certain nombre de savoirs pour dire à nos gosses, fais gaffe parce que un militaire, un politique, un militant il va peut-être pas te dire une vérité, il va te dire sa vérité, mais apprends à décoder, apprends à comprendre qui te parle, comment ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne de cette manière. Apprends que dans les médias, il y a des médias d'opinion, mais il y a aussi des médias partisans aujourd'hui, qui est un vrai sujet. On parle d'éduquer aux médias, mais on a des médias aujourd'hui qui sont des médias partisans, qui ne sont pas des médias d'opinion. Donc là aussi, on a un travail qui est hyper fort pour dire, CNews ne va pas traiter l'information de la même manière que la Provence ou que Libé ou que le Figaro. Donc il y a tout un travail aujourd'hui sur l'économie des médias, les détenteurs des médias. Il n'y a pas que 8 milliardaires, c'est un peu réducteur, c'est même très réducteur. Et puis on a besoin d'argent aussi pour faire des médias. Donc on a toute cette complexité du moment qui est assez passionnante. Et l'éducation aux médias, ça doit commencer à l'école. Aude ? Oui, je voulais juste rebondir. Merci Serge pour ce que tu dis. C'est juste Tu parlais de l'économie de la désinformation. Moi, j'ai fait toute une enquête. Ça a pris 1 an de ma vie. Ça s'appelle, si vous le regardez sur YouTube, c'est pas sur ma chaîne YouTube, c'est sur une autre. Je sais pas pourquoi. Ça s'appelle Fake News, la machine Afrique. On parle de quasiment 3 milliards d'euros par an. De dollars, enfin bref, par an, juste avec les rentrées publicitaires, vous savez, les pubs qui s'affichent sur les sites complotistes, etc. Juste ça. Et c'est énormissime, et je pense que là, si on devait chiffrer dans les années à venir, ça va être encore quelque chose de dément. Et effectivement, ça ouvre sur quelque chose que je pense que les gens ne sont pas assez sensibles à ça. Comme tu dis, les enquêtes, ça coûte cher. Je pense qu'Olivier le sait aussi. En fait... je ne sais pas des fois si on se rend compte de ce qu'il y a en face, de la puissance économique, politique, à tous les niveaux en fait, parce que c'est ça avec la fake news, c'est que non seulement ça te fait ta propagande hyper virale pour pas cher, mais en plus ça te ramène encore des militants, souvent des gens qui veulent bosser pour toi. Enfin, c'est un truc hyper vertueux quand t'es de ce côté-là de la force, quoi, quand t'es dans les fake news. Et en face, oui, il faut de l'énergie pour faire de la production sur les réseaux sociaux, mais on n'est pas très vu, on n'est pas très connu. Moi, à chaque fois, j'explique aux jeunes, est-ce que vous connaissez sur TikTok Defecator, Manon Bril, d'autres, etc. Ils connaissent pas du tout parce que c'est des comptes qui font de la qualité, qui sont super, qui sont fun aussi, qui sont cool, mais ils sont pas assez vus. Et tout ça pour dire que voilà, l'information, elle est très défavorisée sur les réseaux sociaux. Et je sais pas comment le secteur économique, le secteur du journalisme peut s'en sortir à terme. Voilà, moi je vois des amis, on leur demande de faire des maxi-enquêtes scoopesques x12 avec 4 fois moins de temps qu'il y avait il y a encore 5 ans. Enfin, c'est devenu assez dément en fait, l'économie du journalisme. Tout ça pour dire, si vous achetez un journal, si vous soutenez Jean, qui n'est pas journaliste, mais des vulgarisateurs, moi ma chaîne YouTube, d'autres chaînes YouTube, c'est vraiment, c'est pas du tout anodin, même si c'est 1 euro, 2 euros par mois, c'est quelque chose qui compte beaucoup parce que les désinformateurs sont
sont très peu nombreux. En vrai, les gens qui sont des super spreaders de désinformation sont très très peu nombreux. Ce qui fait la viralité, c'est les gens qui partagent et les algorithmes, etc. Et moi, je pense que nous, on est le nombre, en fait, on est presque les 99%, pour reprendre un peu une... Mais en fait, la masse n'a pas envie de ça. Et il faut juste simplement conscientiser ce truc-là, que l'info de qualité, elle a un coût, elle est difficile, et c'est le droit de tout le monde, en fait, effectivement, d'être informé correctement. Et si on participe tous à ça, je pense qu'on peut s'en sortir. Si je peux rebondir... Vas-y, Olivier. Moi, je partage complètement ton propos. La presse a un coût. Ça coûte de l'argent. La presse de qualité a un vrai coût. Cependant, face à ce qu'on est en train d'observer, et c'est l'objet de notre débat, plus que jamais, il faut investir dans la presse et dans la presse de qualité. Alors parfois il faut des millionnaires et des milliardaires pour pouvoir le faire. Ça peut aider quand même pour tenir des entreprises, surtout dans notre pays où par ailleurs la presse est en très, très grande difficulté parce qu'on a surtout une presse qui est essentiellement papier et qui est en train d'assurer en ce moment sa transformation vers le numérique, le digital, la vidéo et cet équilibre-là est pas facile à trouver. Donc il faut des moyens. Mais plus que jamais, face aux dangers qu'on est en train d'observer et que l'on partage, tous les éditeurs de presse, aujourd'hui, qui sont réunis autour d'une alliance, partagent la conviction qu'il ne faut rien lâcher sur les fondamentaux. Alors une fois qu'on a dit ça, ça peut faire tarte à la crème, ou ça peut se dire, oui bon, beaucoup d'optimisme, ça coûte rien, mais je pense qu'il faut quand même tenir ce message. Parce qu'il ne faut surtout pas faire marche arrière, pas se demander s'il y a des alternatives. Non, il y a une ligne, le qualitatif, investir, et puis rien lâcher, et puis surtout partager. Et moi je te rejoins, je pense que cet événement d'aujourd'hui permet quand même qu'on puisse partager l'idée que nous sommes très nombreux à penser qu'il faut aller dans cette direction, quoi, et qu'il ne faut pas changer de chemin. Marina, j'ai une dernière question à vous poser, après vous serez obligé de nous quitter, j'en suis désolé. Quelles sont les initiatives européennes qui existent aujourd'hui pour réguler les plateformes? Tout à l'heure vous disiez ce serait bien qu'on applique déjà ce qu'on a déjà, c'est vrai, mais est-ce qu'il y a de nouvelles législations qui sont en cours de réflexion ou que vous pourriez porter? Alors effectivement, c'est la législation dont je parlais tout à l'heure, le fameux DSA qui permet en fait de protéger un peu plus les contenus, donc c'est-à-dire d'essayer de vous donner une information qui soit plus véridique et de sanctionner celles et ceux qui vous transmettent des fausses informations. C'est un outil qui est très intéressant, mais qui devrait aller plus loin. Ce que je vous disais tout à l'heure, moi je pense que dans le cadre de ce DSA, c'est le nom européen, on pourrait aller jusqu'à suspendre une plateforme qui véhicule de fausses informations. Et aujourd'hui, c'est pas un outil qu'on utilise jusqu'à ce point, et donc c'est pour ça que nous partons au Parlement européen pour aller plus loin dans ces législations là. Mais la bataille, effectivement, elle se fait à tous les niveaux. On a parlé des réseaux sociaux, on a parlé des chaînes médias, de CNews. J'ai remarqué d'ailleurs que CNews s'est fait condamner il n'y a pas longtemps à 100 000 € d'amende par l'Arcom pour avoir véhiculé une fausse information en disant que l'avortement était la première cause de mortalité au monde. Donc ces chaînes-là aussi, effectivement, il faut absolument les réguler. On a des outils, mais effectivement, sur les réseaux sociaux, il faut aller beaucoup plus loin. Et donc c'est la bataille que nous menons, en tout cas au Parlement européen. Je sais que nous sommes nombreux aussi à la porter, celle de l'absolue nécessité d'une information qui soit véridique, qui soit transparente, qui soit accessible à toutes et tous, que ce soit dans les médias, que ce soit dans la presse écrite. Et donc on continuera, nous en tout cas, à porter ce combat. Merci beaucoup Marina, un tonnerre d'applaudissements pour Marina qui est venue. Merci d'avoir accepté notre invitation sur cette table ronde. Vous pouvez le laisser le micro, Marina. Merci beaucoup. À très bientôt. On continue, nos échanges. Serge, est-ce que tu aurais des exemples de nouveautés ou d'expérimentations en éducation aux médias qui donnent des résultats? Oui, on a d'abord entrepris... En 2022, c'est un exemple que j'aime bien citer parce qu'il est très parlant. On n'imagine pas ce qui est fait aujourd'hui, par exemple, pour former des enseignants sur ces sujets-là. On a un partenariat avec France Télévisions. Alors, je pourrais en citer d'autres, mais celui-là, il est intéressant parce qu'on fait un tour de France de l'éducation aux médias. On va tous les 2 mois dans une académie différente. On fait des masterclass avec des experts de haut niveau sur l'information. Et derrière, on a des ateliers qui durent pendant 1 journée et demie et on va explorer les thématiques les plus pointues, celle de l'impact des IA génératives sur la production de l'information, celle de la lutte contre la désinformation, les sujets d'algorithmie qu'on est en train de traiter. Et on le fait en fait avec des experts, la cellule métamédia de France Télévisions, ils sont pas très nombreux mais ils sont très experts et pour nous c'est intéressant parce qu'on met des formateurs de l'éducation nationale, on met ces experts et on forme des enseignants qui nous font remonter ce qu'ils rencontrent sur le terrain. Alors c'est un exemple, après on fait des jeux, aujourd'hui des jeux éducatifs comme Classe Investigation où on fait produire l'information par
par les élèves, ils vont enquêter sur des scénarios qu'on a écrits, on va les confronter à des sources d'information, des sources fiables et des sources complètement bidons, et en fait, ils vont se rendre compte en faisant l'information, en la produisant eux-mêmes, qu'en fait, c'est hyper compliqué de produire une information de qualité, que c'est pas donné à tout le monde, et que ça répond à des standards extrêmement exigeants de vérification de l'information, des sources, de croiser les sources pour voir si effectivement on va pas véhiculer une fausse information. Classe Investigation, quand on regarde un peu sur le web, c'est absolument plébiscité par les profs, parce que les profs, on n'a pas toujours l'occasion et le temps de les former autant qu'il le faudrait sur ces sujets-là, et d'avoir des ressources un peu clés en main comme ça leur permet de travailler concrètement avec leurs élèves en 2 cours, et de progresser de façon phénoménale. Donc ce sont 2 exemples. On a plein d'autres exemples aujourd'hui où on a des partenaires aussi. Il n'y a pas que le Clémy. Le Clémy, c'est un centre de liaison. Donc on est là aussi pour promouvoir ce que font les autres. Et il y a plein de choses, de ressources, de dispositifs aujourd'hui hyper intéressants. J'apprends l'info avec Bayard, avec la presse quotidienne régionale, nationale. Enfin, il y a tout un tas de ressources. Et je pense que la France aujourd'hui est en avance simplement sur cette façon de travailler entre acteurs de l'enseignement et des médias, puisque aujourd'hui je vais être à Yaoundé dans 10 jours. On forme aussi des formateurs en Afrique subsaharienne. On a une mission actuellement à Belém au Brésil, où on est en train de travailler avec des profs brésiliens dans la perspective de la COP30, justement parce que ces Brésiliens nous ont dit mais en fait vous savez super bien faire produire l'information par les jeunes, et nous on voudrait faire ça dans le cadre de la COP30, et notamment en matière de désinformation sur la question de l'environnement. Et donc on travaille sur des sujets qui sont de pointe aujourd'hui comme ça, worldwide. Donc c'est quand même la fierté de la France, parce qu'on est passé par des endroits pas faciles. On a eu des attentats contre une rédaction, contre Charlie Hebdo il y a 10 ans. On a eu des profs qui ont été attaqués. On a eu Samuel Paty il y a 5 ans. Nous, on n'oublie pas ça. Donc ça veut dire, qu'est-ce qu'on a développé? On est une grande démocratie. Notre réponse, c'est celle-là. C'est de dire, on va se battre avec nos armes, et nos armes, ce sont celles de la démocratie, de la culture, de l'éducation. Et l'éducation aux médias et à l'information, c'est pas bidon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui s'étend à travers la planète, donne lieu à des coopérations et nous permet de réfléchir finement, subtilement, et pas de s'affronter derrière des idéologies arrêtées où tout le monde est convaincu d'avoir raison et s'affronte à coups de slogans sur les réseaux sociaux. Ça, c'est plutôt stérile. Merci, merci Serge. Olivier, même question pour toi. Est-ce que tu as un exemple de quelque chose que vous avez mis en place à la Provence et qui garantit la qualité de l'information ? On n'a pas de dispositif particulier, on a simplement une règle, c'est qu'il n'y a pas une information diffusée sur l'ensemble de nos réseaux, nos supports numériques, digitaux et print qui ne doit être vérifiée. Elle est forcément vérifiée 1 fois, 2 fois, 3 fois. On a évidemment des tours de contrôle au sein de nos rédactions qui nous permettent sur tout sujet de nous interroger avant. Les rédactions sont aussi constituées comme ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas balancer des informations et personne ne le fait dans les rédactions, et puis on s'interroge aussi, puis on a aussi, alors c'est parfois un peu des gros mots, mais ça existe l'éthique, hein. Ça existe les lignes infranchissables, ça existe les doutes sur l'information que l'on donne quand on fait une, quand on s'apprête à mettre sur nos réseaux, sur nos sites digitaux qui ont des audiences importantes, des informations qui peuvent retourner toute une ville ou en tout cas faire scandale. On s'interroge à 3 fois, et je pense que le vrai job, c'est de faire le job. Parce qu'en fait, les journalistes, et je te rejoins parfaitement, on fait de l'éducation aux médias dans nos journaux depuis très longtemps, on répète à tous les journalistes et à celles et ceux qui veulent être journalistes, ce sont des fondamentaux, ce sont des codes, c'est de la vérification. Et c'est un cercle vertueux. Si l'ensemble des médias en France, si on a cette chance en France quand même, de pouvoir tous partager la même conviction qu'on ne peut plus dériver sur certains sujets, c'est arrivé. On a des dizaines d'exemples où parfois la presse s'est fourvoyée en faisant des campagnes et en lançant des informations qui n'étaient pas vérifiées. Je crois que c'est pas complètement derrière nous, mais ce qui est devant nous est quand même beaucoup plus sympathique, joyeux et positif. Mais à nous de travailler sur nos fondamentaux. Et moi je rejoins ce que tu disais, il y a le CDJM, pardon. Moi j'ai été parfois sollicité, j'ai été directeur de la rédaction dans plusieurs titres de PQR, de presse quotidienne régionale, et il m'interrogeait. Voilà, un sujet a été publié chez vous, on ne comprend pas.
Ça voulait pas dire qu'ils mettaient en cause le journaliste qui avait écrit le papier, mais ils avaient été interrogés, et je pense que là aussi, on a le devoir de pouvoir répondre. Alors, mais parfois, on revient à l'idée que nous avions fait le job. Mais s'il y a un doute de lecteur, d'auditeur, de téléspectateur, c'est que quelque part, on n'a pas été bien compris dans la réalité du papier qu'on peut faire, ou dans l'approche de la vidéo. Si on part du principe qu'on a tous raison côté journaliste, je pense qu'on se trompe. Ça, c'est une réalité aujourd'hui. Aude, même question aussi pour toi. Est-ce qu'il y a des choses que tu as vues passer sur Internet qui t'inspirent particulièrement et que tu trouves qui vont dans la bonne direction? Moi, j'adore la chaîne de Jean Massier. Backseat, c'est vraiment... Merci, t'es adorable. Il est tout rouge. Ouais, parce que tu dis sur Internet, et vraiment, c'est un des trucs, la chaîne de Jean, mine de rien, je la recommande. Enfin, d'ailleurs, comme les aussi. C'était vraiment pas pour ça que je te le demandais. Vraiment, c'est gentil, mais. Mais non, mais c'est vrai. Non, qu'est-ce qui marche, c'est ça dans l'éducation aux médias. Un truc que tu as vu passer dans l'éducation aux médias, une initiative, une innovation, un truc qui change. Bah évidemment, je vais faire la promo. Du coup. Vas-y, parle-nous de ce que tu fais toi. Eh bien, il y a une petite série qu'on essaye de financer, qui est vraiment, moi j'en suis trop fière. Ça s'appelle Casse tes préjugés. C'est sur la chaîne YouTube de l'association donc Fake Off. Et Casse tes préjugés, en fait, l'idée c'est on prend un groupe d'élèves et ils partent d'une rumeur sur le web. Donc par exemple, on n'en a qu'un seul en ligne, on en a produit plusieurs pour l'instant, on n'en a qu'un en ligne. C'est sur les Roms, les Tziganes. Et en fait, ça part d'une rumeur dont je sais pas, est-ce qu'elle est à Marseille cette rumeur? Je ne sais pas, c'est la rumeur des camionnettes blanches qui vous kidnappent. Je ne sais pas si vous l'avez. Mais elle est worldwide, parce que l'autre jour dans les Balkans, ou je sais plus dans quel pays, ils m'ont dit ah bah oui, nous aussi on a la même, etc. Et en fait, cette rumeur, elle a donné lieu du coup à des tabassages en règle de Roms, en fait, qui n'avaient rien demandé et qui se sont fait, il y a eu des procès et tout ça. Bref, et donc en fait, juste Casse tes préjugés, c'est assez puissant parce que c'est quelque chose. Ils enquêtent vraiment, ils vont voir les services de police, ils vont rencontrer différentes personnes, des sociologues et notamment des Roms à la fin. Et c'est toujours des rencontres qui sont extraordinaires. D'humanité et on en a fait un autre sur le handicap par exemple qu'on diffusera d'ailleurs peut-être bientôt parce que je crois qu'il y a une course, je sais plus, j'étais en train de discuter avec une asso de handicap, mais d'une manière générale mettre les gens en fait dans nos baskets comme dit Serge, c'est vachement dur de produire de la bonne info dès que c'est très facile comme tout hein, la critique est aisée mais l'art est difficile et avec Citizen Facts effectivement là l'idée c'est sur mon serveur Discord qui est sur ma chaîne YouTube en fait on se retrouve régulièrement pour faire des ateliers de fact-checking ensemble, sous forme de vocal, tranquille. Tous les mois, on fait ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose les retours sont assez chouettes de tous ceux qui participent parce qu'effectivement, voilà, c'est émancipateur. Moi, je trouve que le fait d'enquêter, de se creuser, d'apprendre, c'est toujours émancipateur et ça marche assez bien, je trouve. Merci beaucoup. Chers amis dans le public, vous allez avoir la possibilité, si vous le souhaitez, de poser des questions à nos intervenants après toutes ces choses passionnantes que vous les avez entendues dire. Bon non, tu peux rester là. Non, t'inquiète. Et pendant que vous réfléchissez à la question que vous allez poser, je vais vous demander un dernier tour de table pour nous dire où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet, ce que vous faites, le Clémy, la Provence et toi, Aude. C'est quoi les bons réseaux sociaux à suivre ? Le clémy.fr tout simplement où vous avez accès à toutes les ressources gratuitement. Vous pouvez vous en saisir, vous les approprier. On a même des Coréens, des Sud-Coréens qui ont pris les ressources, les ont traduites, notamment dans le domaine de la parentalité numérique. On a voilà. Et puis après sur les réseaux sociaux, on est plutôt sur LinkedIn. On a décéléré sur X évidemment. On est sur Thread, mais ça prend pas trop Thread, j'ai l'impression. On est sur Blue Sky et puis on est sur Insta. Bon, c'est une zone à peu près de confiance, on va dire. Et voilà. Et puis surtout, moi, je veux rendre un hommage très appuyé aux enseignants, aux profs, parce qu'on parle pas souvent d'eux et ils sont en première ligne face à 30 en moyenne enfants de toutes origines, de toutes opinions, de tous horizons qui entendent plein de choses différentes dans leur foyer. Et le travail d'enseignant sur ces sujets-là, il est complexe et il est formidable. Et ce sont nos hussards de la République contemporains. Et je dois dire que moi, j'ai un énorme privilège de travailler pour eux, avec eux, et que c'est génial ce qu'ils font en éducation aux médias et à l'information, des professeurs documentalistes, dans des CDI, voilà. C'est la page pub pour les profs parce qu'il y a du prof bashing et les profs, il faut les soutenir. Bravo. Et si vous avez des enfants, la réunion parents-école, vous dites aux profs,
est-ce qu'on peut vous aider? Qu'est-ce que vous allez faire cette année en éducation aux médias? Parce que nous, parents, on tient à ce qu'il y ait des choses. Voilà. Merci Serge, et t'as bien raison de soutenir les profs évidemment. Olivier, où est-ce qu'on vous retrouve? Oui, je partage la publicité, la page de pub pour les enseignants. On a l'habitude de beaucoup travailler avec eux pendant l'éducation aux médias et ils sont évidemment essentiels. Alors, la Provence, c'est 4 supports. D'abord, un support papier, 11 éditions, 3 départements, 13 04 84. C'est aussi un site internet. Aujourd'hui, c'est 300 millions de visites par an. C'est 3 réseaux sociaux majeurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, Facebook, TikTok, Instagram, 500 millions de vues par an. Et puis c'est aussi une filiale audio, voilà, puisque on se développe beaucoup sur les podcasts. Et puis on a à la rentrée un projet de journalisme parlé qui s'appelle Max Audio qu'on lance et l'ensemble des articles de la rédaction de la Provence pourront être écoutés sur son téléphone, dans la voiture. On passe tellement de temps dans les embouteillages que ça sera probablement utile de s'informer avec la Provence. Merci beaucoup Olivier. Aude, où est-ce qu'on te retrouve? Ouais, très rapide, Aude Favre sur Instagram. What the Fake, c'est ma chaîne YouTube. Ne l'écrivez pas en entier, What the, c'est WTFAKE. Et puis il y a la série Citizen Facts aussi sur Arte, arte.tv, Citizen Facts, dans laquelle j'enquête avec plein de gens qui ne sont pas journalistes sur des sujets à désinformation. Et Fake Off aussi, qui est sur tous les réseaux sociaux, Fake Off. Et juste, je passe un micro-message. Ouais. On peut faire un micro-coup de pub en 2 secondes. Vas-y. Je voudrais juste... voilà, j'ai vu qu'il y avait des hommages divers et variés, donc je me lance. Les journalistes, souvent, sont les premiers... Enfin, pas les premiers, mais je veux dire, sont quand même un indicateur du bien-être, du mal-être, je trouve, d'une société, la chasse aux journalistes. Il y a un organisme qui s'appelle l'OFALP qui a été créé pour recenser toutes les attaques qui sont croissantes sur les journalistes. Et puisqu'on est dans l'actu et je me permets de parler de Gaza et de la catastrophe qui se passe là-bas. J'ai vu que l'armée israélienne, comme vous le savez peut-être, a intensifié tout ce qui se passe et les journalistes. Je ne sais même pas s'il en reste un seul à Gaza. Et il y a un ami formidable qui s'appelle Laurent Richard qui a un projet qui s'appelle Forbidden Stories. Et Forbidden Stories, ce qu'ils font, c'est qu'ils finissent les enquêtes des journalistes assassinés. C'est un projet génial. Et ils ont fait tout un truc sur Gaza. Et juste, voilà, si vous pouvez vous documenter sur ce qui se passe via notamment cette enquête, c'est super. Merci beaucoup à tous les 3. Bravo. Y a-t-il des questions? Est-ce qu'il y a des gens dans le public qui ont l'intention de poser des questions? Visiblement, il y en a une première. Vas-y, je t'en prie. Bonjour, merci pour votre intervention. Juste pour aller dans la continuité de la question que vous aviez posée sur des choses qui vont dans le positif, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle L'Esprit Critique et qui fait des formations partout et qui est géniale. Et du coup, je rebondis sur une de leurs dernières vidéos que j'ai vues où ils questionnent sur la place des experts, notamment dans les médias. Et c'est un terme que vous avez beaucoup utilisé. Et on se demande du coup, qu'est-ce que ça veut dire expert et à qui on donne la parole dans les médias? Donc, Ouais, super intéressant. C'est un vrai sujet parce que je me permets de prendre à la volée. Parce que, en fait, j'avais participé à un rapport qui s'appelle Les Lumières à l'ère numérique, qui était l'idée par le sociologue Gérald Bronner, qui est un super sociologue qu'il faut lire si vous ne connaissez pas sur toutes ces questions. Et en fait, il était question de parler justement de la problématique des experts qui ne sont pas toujours experts, en vrai, qui ne sont pas toujours experts, merci de le dire. Alors, encore une fois, je veux pas, voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut jeter tout, etc. Mais c'est un vrai problème. En fait, je pense que c'est super triste ce que je vais dire, mais c'est de la... en gros, c'est un mélange de plein de choses. Les bons clients, c'est ceux qui font l'audience. Donc en fait, c'est malheureusement la bonne connaissance vient pas souvent, pas toujours, avec la bonne façon de l'exprimer, de la vulgariser, d'être voilà. Et donc c'est terrible, mais souvent les gens qui font les plateaux télé, qui pour moi ne sont pas, enfin pour moi c'est pas le journalisme. En tout cas, à iTélé, quand j'y travaillais, c'était pas du tout les mêmes. Voilà, nous, on est producteurs d'informations, puis il y a ceux qui font les plateaux, c'est encore autre chose. Et effectivement, c'est de la paresse. Il y a un annuaire. Voilà, c'est Jean-Michel qu'il faut appeler. Il y a un mec qui a l'air pas mal, il s'appelle Didier Raoult. Il dit des trucs qu'on l'air pas bêtes. Ça s'est passé comme ça. Hein. En fait, il n'y a pas de réflexion. Alors... Et l'idée dans ce rapport, c'était effectivement de se mettre, et je trouve ça
brillant comme idée, mais elle n'est pas en œuvre, n'est-ce pas? C'était en fait notamment de se mettre en lien avec l'Académie des sciences, l'Académie de médecine, l'Académie, etc. et que eux fassent remonter en fait les meilleurs experts et à la fois qui parlent aussi bien, parce que c'est quand même l'exercice du truc. On va pour les faire circuler, télés. vas-y Serge. Sur ce sujet, je disais le week-end dernier, je relisais un texte de Pierre Bourdieu de 1996 sur la télévision, d'une leçon au Collège de France qu'il avait donnée sur la thématique justement des bons clients utilisés par les médias, etc. Ce texte n'a pas pris une ride. Et la question que je me posais, c'était de dire, et on peut la poser à Jean, on peut la poser à ceux qui sont sur les nouveaux médias, c'est de dire est-ce qu'on est capable sur les nouveaux médias, même s'il y a plus d'interactivité, etc., de dépasser cette logique en fait. Parce que le public a quand même besoin d'avoir des visages identifiés. Il a besoin de se projeter, de se reconnaître dans des gens de confiance auxquels il va attribuer et accorder sa confiance parce qu'on les a présentés comme des experts et qu'ils ont l'habitude de les voir, de les entendre. Donc ils ont envie de les retrouver aussi. Donc c'est une question qui est assez intéressante sur le fonctionnement des médias. Et sur la question des experts, il n'y a pas que les experts qui sont convoqués. Il y a aussi ce qu'on voit à l'image, et donc on a fait au Clémy tout un travail sur justement dans la publicité, dans les émissions, pour dire aux enfants dès les premiers âges, c'est quoi un expert qu'on voit à l'écran? C'est qui le monsieur en blouse blanche? Pourquoi on l'a vu dans cette publicité et on l'a vu dans telle autre? Et pourquoi lui il apparaît dans une émission, etc. Et c'est un travail qui est assez fascinant. Mais après, ça dépend aussi de qui tu présentes comme un expert. Moi, je me permettrais jamais de présenter quelqu'un comme expert s'il ne l'est pas. Oui. Par contre, j'assume complètement de faire des émissions dans lesquelles il n'y a pas des experts. Voilà, il y a d'autres personnes. Je veux dire, un élu, par exemple, c'est pas un expert. C'est un élu. Bah, c'est intéressant de l'interviewer. Un journaliste, c'est pas un expert, c'est un journaliste. Bah, c'est intéressant de l'interviewer. Et puis après, tu peux rajouter des créateurs de contenu, tu peux rajouter des personnes qui ont un regard, qui ont un rapport à l'actualité. Il n'y a pas que des experts. Mais c'est pour ça que moi, je suis le premier à dire qu'il faut faire gaffe avec l'expertise, notamment en étant précautionneux avec l'utilisation du mot. Un expert, c'est un expert. Je partage ce que tu dis. Il faut faire très attention aux vocables qu'on utilise. Et puis ce que tu disais, moi je te rejoins complètement. Parfois, il peut y avoir une espèce de paresse à en effet aller chercher le bon client qui parlera plus fort que les autres. Et donc c'est pour ça que l'équilibre doit s'imposer dans les relais qui viennent consolider une information, apporter un éclairage, gauche, droite. Enfin, ça paraît évident, mais un scientifique qui dit oui, un autre qui dit non, un philosophe ici. Il faut que nos lecteurs, auditeurs, téléspectateurs aient quand même cette capacité à avoir toutes les expressions qui puissent être traduites sur les supports où nous sommes. Et on a aussi un travail, on parlait tout à l'heure des fondamentaux, c'est nous, journalistes, patrons de rédaction, journalistes qui avons la capacité d'appeler telle ou telle personne pour consolider un papier. On peut ne pas appeler tel expert et considérer que celui-ci, c'est celui qui s'exprime très brillamment sur un plateau de télé, mais qui sur le fond n'a strictement rien à dire quand même. Juste un mot pour dire que les experts qu'on va aller rechercher dans l'éducation, ce sont des universitaires, ce sont des gens qui vont nous permettre de comprendre des choses qu'on ne comprend pas parce qu'on n'a pas cette culture-là sur le numérique et tout ce qui en découle en fait dans le fonctionnement des plateformes aujourd'hui. On doit s'arrêter. Alors vous n'avez pas le micro, malheureusement on vous entend pas. Je suis désolé mais... Le micro. Ah, le micro revient, c'est fou. Non, je disais ça, juste, il me semble que c'est ça l'expertise, c'est d'avoir être universitaire, avoir fait des études, des recherches et des on a créé le Clémy Sup en 2023, justement, on est adossé à des labos de recherche pour aller chercher cette expertise dans les différents champs disciplinaires. Et aujourd'hui, on se rend compte quand même que la seule solution, c'est de faire travailler justement des universitaires, des chercheurs d'horizons très très différents, mais très complémentaires sur ces sujets. Et on va devoir s'arrêter, mais je complète un petit peu ce que tu dis, parce qu'il y a aussi un problème avec les experts, c'est que c'est toujours des hommes, toujours les mêmes bons clients qui reviennent à chaque fois. Du coup, il y a une initiative qui s'appelle les Expertes. Oui. Voilà, exactement. Non, mais on a Infocom et il y a beaucoup d'experts. Qui a été créé par des femmes et des militantes féministes en disant on va créer un répertoire national des experts sur tous les domaines possibles et imaginables, mais que des femmes. Et ça a le mérite d'exister, et c'est une très belle initiative. Vous êtes 20 secondes là-dessus. Parce qu'au moment du Covid, on s'est rendu compte que sur les plateaux télé, une nouvelle fois, il n'y avait que des hommes, en effet, qui s'exprimaient sur le sujet. Et j'étais à l'époque directeur de la rédaction de Midi Libre, pas très loin d'ici, et j'ai lancé pour ma part le fil rouge. Et le fil rouge, ce sont des femmes que nous appelions en priorité avant d'appeler des hommes. Parce qu'en fait, les hommes, on n'a pas besoin de les appeler, ils sont devant la porte. Sur quelque sujet que ce soit. Ils tapent à la porte. Ils ont forcément quelque chose à raconter. Mais là encore, on est parti du principe, et on l'a créé, je me rappelle, avec mon assistante et une journaliste, on s'était dit, il faut que les femmes, quoi qu'il arrive, dans quelques dossiers que nous réalisons, quelque enquête, quelque interview, soient d'abord appelées. Elles veulent parler.
parce que parfois elles sont réservées. C'est vrai qu'elles ne se mettent pas forcément en avant. Elles veulent parler, on les emploie dans nos papiers. Mais si elles ne veulent pas, on va quand même chercher. Et c'est vrai qu'on voit bien depuis une heure, ce sont quand même nos choix. Hein. Et on voit bien que ce qui partage quand même la réalité, c'est que les choix de rédaction que nous faisons, on peut choisir de faire parler des femmes plutôt que des hommes plutôt que des femmes, des bons experts et des mauvais experts, une bonne information et une mauvaise information vérifiée, non vérifiée. Donc je pense que tout vient aussi des éditeurs, des patrons, des lignes que l'on fixe, des travaux que l'on mène ici ou là. Et c'est comme ça que ça change et que le cercle vertueux s'installe. Merci beaucoup Olivier Biscay, merci Serge Barbet, merci Aude Favre. Merci. Et je remercie également Marina Mesure qui a dû nous quitter un peu plus tôt. Merci à vous le public, on se retrouve dans un quart d'heure Merci, pour la Jean. dernière table ronde de la journée. On va parler de santé mentale et de réseaux sociaux. À tout à l'heure.